Le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, futur gouvernement d'union nationale. C'est lundi qu'a débuté les consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Un processus ouvert à toutes les composantes, sauf les acteurs politiques en conflit avec la justice du pays, ne sont pas éligibles à ces consultations. Et puis la RDC partage son expertise en matière de l'organisation du sommet de la SADC et des Jeux de la francophonie en marge du prochain sommet ordinaire de la SADC à Madagascar. Les travaux préparatoires évoluent normalement à suivre dans ce journal. Enfin, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, investir et agir. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Selon l'OMS, plus de 280 000 personnes souffrent de la tuberculose sur les 300 000 recensés en 2024 en RDC et plus de 400 000 meurent ici à Kinshasa. Ça sera tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue aux 20h. Début des consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Vital Kamerhe, Jean-Michel Samaloukonde, Christophe Bosso, Augustin Kabouya ont ouvert le bal. Ils ont été reçus ce lundi par le conseiller spécial du président de la République, Eberante Kolongele. Pour Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat, ces consultations politiques s'inscrivent dans un esprit de cohésion nationale. Suivez. Les consultations politiques telles que voulues par le chef de l'État le 22 février dernier ont débuté ce lundi 24 mars 2025. Premier à être reçu, le membre de l'ancien présidium de l'Union sacrée, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat, Christophe Mbosoko Diapwanga, André Mbata et Augustin Kabouya ont rencontré le conseiller spécial. Après quelques minutes d'échange, ils sont tous ressortis satisfaits du sens de cette démarche. Nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le conseil spécial de l'État en matière de sécurité, le professeur Libéral, que je connais très bien et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi je conseille que nous puissions y aller par étapes. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai apprécié les principes sur lesquels ces consultations sont basées. Je crois que vous l'avez vu, la presse, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le respect des institutions établies, la suprématie de la Constitution, l'union nationale, tous ces principes-là, en fait, doivent nous aider et, en fin de compte, doivent permettre au chef de l'État de monter une équipe gouvernementale qui lui permette de faire face à ce défi. Non, nous n'avons pas posé des conditions comme telles. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. C'est une longue série qui s'ouvre et permettra à tous les acteurs de premier plan de participer à ces consultations qui déboucheront à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Un reportage de Patience Mboyo et Joséphine Liondo. Sachez aussi que le chef d'état-major général des FARDC, Jules Maza, séjourne dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Une mission qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des dispositifs sécuritaires des unités militaires déployées dans la 3e zone de défense. Sur place, des instructions fermes ont été données face à cette agression rwandaise. Reportage. Le lieutenant général Banzami Lamboui, le chef d'état-major général du FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant général Massounzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par le chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire.
car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant général Banza Milambwe Gilles a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord ici Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumé, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Et en nouvelle, dans l'entretemps, le chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements militaires, le lieutenant général Jacques Ishalungza est arrivé ce lundi à Bunia, dans la province de l'Ituri. Il était question pour lui d'évaluer, de faire une visite d'inspection des troupes, mais aussi une mission de commandement. C'est sous une pluie battante que la cortège à délégation de femmes de la maison militaire du chef de l'État a fait la ronde aux hôpitaux militaires pour s'imprégner de la situation de blessés de guerre et les conditions de leur prise en charge. D'abord à l'hôpital général de référence de la garde républicaine, au camp militaire colonel Tchachi. Elles ont différentes salles où sont hébergés plusieurs cas de blessés pour de soins appropriés. Pour sa part, le médecin directeur, le colonel François Mbouyou, s'est dit satisfait pour la réception de vivres et non-vivres apportés par cette délégation. Une manière pour elle d'exprimer son soutien aux FARDC et en même temps à rassurer que toutes les conditions sont réunies pour une prise en charge adéquate. Voulu par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce geste qu'elle vient de poser me rassure et prouve à suffisance qu'elles ont entendu l'appel du commandant suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de son adresse à la nation, avait demandé à tout le monde d'être derrière les FARDC. Son appel, loin d'être ignoré, a été entendu par toute la population en général et les mamans de la maison militaire en particulier, comme vient de le témoigner le geste qu'elle vient de poser en faveur des blessés de guerre. La ronde s'est clôturée au camp militaire colonel Kokolo, où elle appartient aux militaires victimes d'agressions rwandaises sur le sol congolais. Notons que ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la célébration du mois de mars dédié à la femme. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait de la visite de réconfort des femmes de la maison civile du chef de l'État militaire blessé de guerre, des affrontements de guerre entre les FARDC et l'armée rwandaise. Et puis le rapport plutôt national de la RDC sur la situation des droits des hommes a été adopté à l'unanimité ce lundi au Conseil des Nations pour les droits de l'homme. La ministre plutôt Chantal Chambou Mwavita a conduit la délégation congolaise. Un reportage de Jean-Pierre Omena et Oscar Malkaïch. Le rapport national de la République démocratique du Congo a été adopté à l'unanimité ce lundi 24 mars 2025 à Genève en Suisse. Cela rentre dans le cadre de l'examen périodique universel. En dépit de la bonne volonté clairement exprimée par mon pays et mon gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations acceptées, ces efforts se heurtent à des obstacles majeurs, notamment l'occupation militaire d'une partie de notre province par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et des Alliances Fleuve Congo. Ces agresseurs y commettent des crimes internationaux ainsi que des violations les plus graves du droit international humanitaire et soumettre les populations civiles aux souffrances. Le Rwanda soutient activement les groupes rebelles M23 qui opèrent dans l'est du pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le Rwanda fournit des armes, du renseignement et des troupes au M23 et au AFC, ce qui alimente l'instabilité dans l'est du pays. Au sujet des recommandations formulées par ses pairs, la ministre des Droits humains, Chantal Chambou Mwavita, réagit. 284 recommandations ont été formulées à l'endroit de mon pays. Pour y donner suite, 235 recommandations ont été acceptées et 49 autres ont été notées. L'élaboration d'un plan de mise en œuvre des recommandations acceptées. Pour rappel,
La situation des droits humains de la République démocratique du Congo était au cœur de l'examen le 5 novembre dernier, toujours ici à Genève, en Suisse. À cette occasion, 284 recommandations avaient été formulées par les différents membres du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. La délégation congolaise a accepté 239 recommandations et noté les restes. 56e anniversaire de la mort du héros national Joseph Kasavubu. Judith Souminois rend hommage à cet héros politique au cours d'une cérémonie organisée en sa mémoire. Plusieurs personnalités ont pris part à ces activités, parmi lesquelles des sénateurs et députés Chimène Dondo et Pampomba. Pour rendre hommage à Joseph Kasavubu, la patronne de l'exécutif central a déposé devant son monument une gerbe de fleurs avant d'effleurer de ses doigts la table de travail en bois bien conservée et d'examiner les documents signés par celui qui a présidé à l'avenir de la RDC après l'indépendance. Pour la chef du gouvernement, les valeurs de l'ancien président Joseph Kasavubu méritent d'être transmises à chaque Congolais et aux générations futures pour une appropriation de son histoire. C'est un honneur pour moi, première femme, première ministre, de pouvoir venir ici pour commémorer le décès du premier président de la République démocratique du Congo, qui est Joseph Kasavubu. Il fait partie des pères de l'indépendance. Il a été quelqu'un d'une intégrité forte. On a pu le voir pendant son parcours à la présidence de la République. Et ce sont aujourd'hui des valeurs que nous voulons relever, que nous voulons partager avec l'ensemble de la nation par la population Congo, mais aussi avec l'ensemble du pays. Quand on parle démontrer ces valeurs-là, cette unité, cette cohésion, et je pense qu'on devrait faire suivre l'exemple. Tous les Mécongos se sont ensuite retrouvés dans la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe de suffrage dite en mémoire des 56 ans de la mort de Joseph Kasavubu. La notabilité Congo a ensuite remercié la première ministre pour cette communion fraternelle qui est plus qu'une symbolique. Pour rappel, Joseph Kasavubu, né en 1917 à Dizi, près de Tchéla, dans l'actuel Congo central, est décédé le 24 mars 1969 à Boma. Et pour améliorer et favoriser la gestion de la transition énergétique des ressources minières en République démocratique du Congo, surtout en cette période de guerre, l'initiative pour la transparence des industries extractives a organisé un atelier de réflexion sur les défis, opportunités et risques à l'intention des parties prenantes. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre du Plan, Peggy Mukunda et Guilain Kassou pour ce reportage. La République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs défis qui menacent sa capacité à tirer profit de la transition croissante de minerais utiles à la transition énergétique. Elle est en fait un acteur clé de la chaîne de valeur mondiale des technologies d'énergie propre grâce à ces vastes ressources en minerais stratégiques, notamment le cobalt et le cuivre, indispensables à la fabrication de batteries et de véhicules électriques. Comment alors gérer et profiter de nos ressources pour assurer une transition énergétique inclusive et durable au profit de la RDC. Le comité exécutif de l'ITI RDC vient d'intégrer dans son plan triennal l'organisation d'ateliers visant à sensibiliser les parties prenantes. Au cours d'un atelier de 2 jours à l'hôtel Béatrice, ces dernières seront édifiées sur les défis, les opportunités et les risques. On voit l'image de la République démocratique du Congo comme destination fiable des investissements étrangers dans les secteurs miniers et des hydrocarbures. Deuxièmement, renforcer les capacités de l'administration minière. Troisièmement, intensifier les recherches géologiques et minières. Et quatrièmement, développer une industrie minière compétitive.
L'événement a été lancé sous la houlette du vice-premier ministre, ministre du Plan, aux côtés de ses deux collègues de mines et de finances, des directeurs de l'INRJ, sans oublier le coordonnateur national des litiers. Tous ont donné leur voix avant les différents panels de cette activité. Le plus grand défi de la RDC dans cette transition énergétique reste l'actualisation et la cartographie minière. À cet atelier de litier, le service géologique national appelle l'exploration et la certification des réserves. Un reportage d'Edith Chala. À cet atelier de réflexion sur les opportunités, les risques et les défis de la transition énergétique pour la République démocratique du Congo, la question de la connaissance géologique du territoire national se pose avec acuité. Si l'on peut dire que le cobalt est en réserve suffisante en RDC pour influer sur les marchés mondiaux, c'est parce que les entreprises qui l'exploitent le disent, ou du moins l'exploration coloniale a laissé des cartes. Sont-elles à jour ces cartes? La réponse est non, et pourtant l'exploitation illégale a lieu dans l'est du pays, sur des mines de coltan par le Rwanda. Le lithium, le nickel dans le Tanganyika ne sont pas certifiés. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le potentiel minier de la RDC est encore inexploré. Les recherches géologiques sont insuffisantes. Le travail est titanesque pour améliorer les connaissances géologiques de la RDC et certifier ses réserves. Le directeur général du service géologique national du Congo, Raoul Wazenga, parle justement du besoin en recherche géologique. Il est important pour nous de pouvoir intensifier la recherche géologique pour améliorer la connaissance géologique et aussi mettre en contribution dans différentes commodités pour cette transition énergétique. Toutes les provinces de la RDC sont potentiellement minières, il faut les explorer et certifier les réserves. C'est un gros investissement pour l'avenir du pays et sa sécurité. Et puis le ministre des Mines a présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de la direction provinciale du cadastre minier de la province du Haut-Katanga. Cet événement majeur s'inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures dans le secteur minier et témoigne de l'engagement du gouvernement congolais pour une gestion rigoureuse. Renette Koulonga. Ces nouveaux bâtiments incarnent la volonté du gouvernement de doter le secteur minier d'outils performants pour lutter contre la spéculation, la fraude et le lenteur administrative qui ont longtemps freiné son plein potentiel. À travers cette initiative, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, réaffirme son ambition de faire du secteur minier un véritable moteur de croissance, du développement et de prospérité partagé au bénéfice de toute la nation. Le ministre Kizito Pakabomba a souligné l'importance stratégique de cette nouvelle infrastructure qui constitue une avancée significative vers la modernisation et l'efficacité administrative du secteur minier. Il a rappelé que le cadastre minier est au cœur du dispositif de la gouvernance minière en RDC, garantissant ainsi une attribution équitable des titres miniers, un suivi rigoureux des obligations des opérateurs et une gestion transparente des concessions. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec le soutien du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa, cette modernisation des infrastructures minières s'inscrit dans une vision plus large de transformation du secteur. Le ministre Kizito Pakabomba poursuit ainsi ses efforts pour garantir une exploitation responsable et durable des ressources naturelles du pays. J'ai dit au titre, en prévision du 45e sommet ordinaire qui va se tenir à Madagascar, le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga a partagé son expertise en matière de l'organisation du 42e sommet de la SADC et des Jeux de la francophonie qui se sont tenus ici à Kinshasa. William Tunakov, notre envoyé spécial, nous fait le point. C'est sur l'invitation officielle du président malgache Andry Rajoelina et avec l'autorisation de son homologue de la RDC que le ministre de l'intégration régionale
séjourne depuis le samedi dernier à Antananarivo, capitale de Madagascar, où Maître Lydie Mazenga Mokandu, en sa qualité de l'ancien président du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, sous la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, animait ce lundi 24 mars une matinée pédagogique d'information pratique et de partage de la riche expérience congolaise de l'organisation du sommet de la SADC en août 2022. Un sommet considéré comme le meilleur de tous les sommets que la SADC ait connus selon la déclaration des participants. C'était à l'intention de hauts fonctionnaires du ministère malgache des Affaires étrangères en présence de sa collègue Rasata Rafaraviva Tafika. Au sortir de ces échanges fructueux, Eric Ratimbazagi, secrétaire général au ministère malgache des Affaires étrangères, a livré ses impressions. Nous le remercions sincèrement pour sa disponibilité, sa venue à Madagascar, pour partager avec l'équipe du ministère des Affaires étrangères les expériences, les bonnes pratiques lors de l'organisation par la RDC du sommet de la SADC. Donc ça a été une séance de travail très instructive lors de laquelle nous a partagé toutes les ficelles en fait, de cette organisation du sommet de la SADC, partagé avec nous les expériences, les petits détails qu'il faudrait prendre en compte, la coordination avec les ministères sectoriels et puis le rôle surtout du secrétaire général en tant que président de la réunion des fonctionnaires et puis le rôle aussi au niveau du ministre des Affaires étrangères en tant que président du Conseil des ministres de la SADC. Au cours de ce sommet de Madagascar, le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa, président en exercice de la SADC, passera le bâton de commandement à son homologue malgache Andry Rajoelina pour un mandat d'une année. Ce sera devant les délégations de 16 pays membres et contre cette grande organisation sous-régionale. Le service national a offert 600 bons pour soutenir l'éducation de base. Sa caravane a fait une pause à l'Institut scientifique et technique de Ngiri sous la supervision du lieutenant-général Jean-Pierre Kassomo-Kabwit, nous dit Cédric Kinina. C'est sous une pluie fine que les bâtisseurs du service national ont débarqué ce lundi 24 mars 2025 à Ngiri. Entre leurs mains, des bons destinés à 2 écoles de cette commune, l'Institut technique social et l'Institut littéraire et technique de Ngiri. En tête de cette caravane, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassomo-Kabwit, le commandant du service national qui, comme depuis le début de cette opération, a remis personnellement ses bons aux bénéficiaires. En première ligne, les élèves, ces derniers, ont exprimé leur gratitude. Très chers camarades élèves, applaudissons très chaleureusement Monsieur le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassomo-Kabwit. Monsieur le commandant du service national, lieutenant-général Jean-Pierre Kassomo-Kabwit, sous votre bénédiction, nous nous engageons de vous rassurer que les bons pupitres offerts à ces jours seront très bien sécurisés et garderont leur éclat jusqu'après plusieurs années d'utilisation. Même expression de reconnaissance exprimée cette fois-ci par le personnel enseignant. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas de banc, que l'école n'a pas de banc. Nous sommes très contents du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir octroyé des bancs, nous avoir doté des bancs. Nous sommes très contents. Le directeur de l'Institut littéraire et technique de Ngiri a tenu à faire ce témoignage. Le président de la République soit le béni, que Dieu le soutienne dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Grâce à ces dotations, le service national est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo. Direction la ville de Kalemi, qui, vous savez, qui a connu plusieurs inondations, avec pour conséquence des infrastructures de base sont abîmées. À titre d'exemple, le boulevard Lumumba, qui nécessite d'être réhabilité. L'agence congolaise des grands travaux va recruter à ce sujet un bureau d'études internationales pour mener une étude sur le drainage de cette artère principale. Reportage Eric Kabamba, Robert Kalemba. Les boulevards Lumumba de Kalemi, qui continuent de faire face à deux menaces avec la montée des eaux du lac Tanganyika, ne devra pas disparaître. Pour sauver cette infrastructure importante du chef-lieu de la province du Tanganyika, l'agence congolaise de grands travaux va lancer un appel d'offres internationales afin de recruter un bureau d'études
qui a de l'expérience dans ce type de situation. Liliane Makassa Malale, assistante à la direction générale en charge des marchés publics, explique les enjeux de cet appel d'offres. Il est prévu que l'on puisse rapidement procéder au recrutement d'un bureau d'études international qui va réaliser cette étude complète. La procédure va tenir compte de plusieurs paramètres. Premièrement, c'est l'urgence, parce que déjà nous sommes au mois de mars et les informations sur le terrain nous renseignent qu'il y a déjà les remontées d'eau qui sont constatées sur le boulevard. Donc on a besoin que la procédure soit mise en œuvre le plus rapidement possible pour que l'on puisse préserver déjà les ouvrages qui sont en place. Par rapport à la loi telle qu'elle est prévue, il y a des allègements qui sont prévus lorsqu'on a des circonstances exceptionnelles qui se présentent, et nous allons capitaliser ces allègements pour que nous puissions aller vite et recruter rapidement ce bureau d'études. Parmi les solutions envisageables, l'on note l'enrochement des zones côtières au moins de gros éléments stabilisés par un gabionnage, la construction des brises-lames, la replantation des végétations et tant d'autres encore. C'est donc à cette étude de déterminer la meilleure des options. L'identification numérique, l'inclusion digitale et la souveraineté technologique deviennent de plus en plus une réalité en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Pétantiques, vient de valider un projet avec une firme singapourienne. L'objectif est de connecter tous les Congolais à une identification numérique. Nono Mansekou et Guilain Mukunga pour ce reportage. Une nouvelle ère s'ouvre en République démocratique du Congo, l'ère de l'identification numérique, la souveraineté technologique et l'inclusion digitale, les trois piliers du développement numérique au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo qui place la révolution digitale au centre de ses actions, une vision qui prend forme grâce au partenariat du gouvernement avec Trident City Digital Tech Holding. Les travaux de validation du projet de partenariat public-privé entre les gouvernements congolais et cette société singapourienne sur la mise en œuvre du système national d'identification numérique en RDC clôturé ce samedi 22 mars 2025 à l'hôtel Hilton de Kinshasa est un symbole fort de l'engagement de la République démocratique du Congo de connecter chaque Congolais à une identité numérique fiable et sécurisée. Le temps est venu de matérialiser notre engagement. Le temps est venu de connecter chaque Congolais à une identité numérique fiable, sécurisée et souveraine. Nous avons désormais les fondements d'un écosystème interopérable, capable de faciliter l'accès aux services publics, de stimuler l'innovation locale, d'ouvrir les portes de la finance au public vulnérable et de protéger nos données dans un monde de plus en plus numérisé. Ces partenariats est consécutif au récent séjour des ministres des Postes, Télécommunications et du Numérique, Augustin Kibasa Maliba, au Singapour. Sachez également que le mouvement de réveil des personnes vivant avec handicap apporte son soutien ou sa contribution pour le bien-être des PVH, une occasion pour son président national de sensibiliser les populations de la commune de Lancélé pour appeler à la mobilisation derrière les forces loyalistes. Cédric Kenina pour ce reportage. La joie avait atteint son paroxysme. Nous sommes dans la commune de Lancélé. Le président national du mouvement de réveil des personnes vivant avec handicap, Dexy Masséna, vient de doter la cellule de Mouké 1 de matériel roulant. Il s'agit d'une moto, symbole d'un geste beaucoup plus grand pour faire en sorte que le quotidien des personnes vivant avec handicap puisse s'améliorer sensiblement. Les moments étaient également propices pour monter au créneau et condamner l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de son voisin le Rwanda. Sur ces chapitres, les personnes vivant avec handicap sont unanimes. Il faut soutenir la patrie en danger, y compris le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Un son de cloche a été également entendu pour plaider en faveur des PVH, qui occupent une place non négligeable au sein de la société.
Les secrétaires généraux et les porte-parole de ce mouvement sont revenus tous deux sur l'importance de ces dons, lesquels visent à mettre un terme à la mendicité des PVH. C'est là notre souci. Pendant que les années vraiment passées, la plupart des personnes vivant avec handicap sont vraiment des mendiantes. Nous ne voulons pas, raison pour laquelle, de remettre une moto neuve à notre cellule montée. Derrière les chefs de l'État, en cette période de guerre, toutes les couches sociales s'alignent sans atermoiement. Jeudi au sommaire, la tuberculose continue de tuer des millions de familles à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 280 000 personnes sur 300 recensées en 2024 ici en RDC meurent de cette maladie, parmi lesquelles plus de 400 000 décès. Rodé Panda nous en dit plus. Toutes les couches engagées dans la lutte contre la tuberculose ont participé activement à cette célébration sur la journée mondiale de lutte contre la tuberculose organisée par le programme national de lutte contre la tuberculose en RDC. Le docteur Jean-Pierre Malemba Chiboui, directeur du programme de lutte contre la tuberculose, a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour son choix porté sur la poursuite de la politique garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux liés à la couverture santé universelle, voie par excellence pour éliminer la tuberculose d'ici à 2035. Les statistiques de 2024 affichent 282 556 cas de tuberculose et 4 226 décès. Guylaine Mobelwanga, membre des organisations de la société civile, a rappelé les engagements du gouvernement issus de la réunion de haut niveau tenue à New York. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. S'engager, investir, agir, ce thème de l'année a été dévoilé par les représentants de l'OMS, le docteur Nicole Achimbi. Il a demandé l'implication de tous pour relever ces défis. Le secrétaire général à la santé publique et le secrétaire général à la prévoyance sociale représentant du ministre a reconnu les faiblesses enregistrées dans la lutte contre la tuberculose, faute de médicaments. Mais toutefois, le gouvernement ne cesse de consentir des efforts avec l'achat des équipements pour une prise en charge totale. Bien avant le début de la cérémonie, le club des amis d'Amiens a agrémenté l'assistance avec la chanson Bokono Yapasi de Maxime Lunga. Et en marge du mois organisé pour la promotion des droits de la femme, une matinée d'échange a été organisée au chapiteau de l'Université de Kinshasa avec pour thème Femmes, paix et sécurité. Un reportage de Pati Tondwango et Jean-Pierre Moyoaï. Cette matinée d'échange à laquelle ont pris part les membres du corps scientifique, administratif et ouvrier, ainsi que les étudiants de l'Université de Kinshasa, avait pour objectif de promouvoir l'implication des femmes dans le processus de paix, sécurité et réconciliation, comme l'exige la résolution 1325 des Nations Unies. Organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants, plusieurs exposés étaient au rendez-vous ce lundi 24 mars 2025 dans les différents panels, notamment la position géostratégique de la République démocratique du Congo, source des conflits, développée par Nicole Boacha, l'une des panélistes. Au nom de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, Madame le directeur des cabinets a reconnu le rôle que joue la femme dans les questions de paix et sécurité. Il est donc impératif de reconnaître et de renforcer leur participation à tous les niveaux des processus de paix et de gouvernance sécuritaire. Pour une paix durable, il faut que la femme et la jeune fille soient autonomisées et impliquées dans la gestion des conflits. La guerre et l'instabilité entraînent des déplacements forcés et des pertes tragiques en vie humaine. Mais les conséquences de ces conflits sur l'autonomisation de la femme congolaise sont dramatiques alors qu'elles revêtent un rôle essentiel dans la dynamique de résilience de nos communautés. La femme, actrice de développement, a besoin de vivre librement, loin de toute forme de violence, pour mener à bien son rôle.
L'agence congolaise de presse a tenu sa session ordinaire du conseil d'administration. Parmi les points débattus à l'ordre du jour, le saccage des 2 bureaux de l'agence congolaise de presse de la ville de Goma et Bukavu par le M23 et FC. Un reportage de Patricia Ungu et Papi Mbongo. Une journée très chargée à l'agence congolaise de presse ce lundi 24 mars 2025. Cette journée était marquée par le conseil d'administration au cours duquel plusieurs points ont été abordés, notamment la validation des mandats du nouvel administrateur récemment nommé, la bonne marche de l'ACP et aussi le rajeunissement du personnel de cette agence de presse évoqué à la dernière session. L'agence congolaise de presse de Goma et Bukavu ont été saccagées par les éléments de l'armée rwandaise. À ce sujet, le président du conseil d'administration, Ali Kalunga, a réagi. Alors, nos journalistes qui sont là-bas, nous devons trouver des solutions pour eux et ouvrir des bureaux provisoires en dehors de la province. Nous pensons notamment à Beni pour le bureau de Goma et à Ouvira pour le bureau de Bukavu. Mais on attend qu'on arrive à ces points précis pour lever les options et parce que l'agence doit continuer. Pour le président du conseil d'administration, l'agence congolaise de presse doit retrouver sa place, celle d'informer le public en temps réel. Nous sommes sur la bonne voie. Presque tous les événements du pays, nous sommes présents en temps réel. L'ACP a été créée en 1960 et couvre l'actualité nationale et internationale avec des représentations dans les 26 provinces et dans quelques pays du monde. Et puis ce communiqué, la Direction générale des impôts rappelle à tous les employés des secteurs publics et privés que la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPER par les personnes physiques employées rémunérées par un tiers de droit public ou de droit privé afférent aux rémunérations versées par leur employeur au courant de l'année 2024 intervient au plus tard le lundi 31 mars 2025, toutes les personnes concernées par cette obligation doivent retirer et souscrire le formulaire de déclaration auprès des centres d'impôt synthétiques du lieu de leur résidence ou télécharger à partir du site web de la DGI l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. Cette déclaration doit être souscrite soit en support papier ou au centre d'impôt synthétique du lieu de résidence de l'employé, soit par voie électronique à travers la plateforme impôt employé, même en cas de non-paiement, de paiement partiel ou de retard de paiement des rémunérations par son employeur. C'est un communiqué signé Bernabé Mokadi Mamba, directeur général de la DGI. Et puis le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu des échanges avec le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, au menu des échanges, la situation sécuritaire dans la partie est du pays et la mission que ce dernier a en Europe pour le compte de la République démocratique du Congo. Reportage. La crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sera au cœur d'une mission parlementaire qu'effectue dès ce mardi le président du Sénat congolais en France et en Belgique. Reçu ce lundi 24 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a fait part au président de la République de cette importante mission au cours de laquelle il devra rencontrer ses homologues français et belges pour évoquer les questions sécuritaires dans l'Est du pays. Il était question d'échanger sur une mission que nous allons effectuer dès demain avec nos homologues français, président du Sénat français comme les présidents du Sénat belge que je vais avoir à rencontrer pour aussi échanger finalement sur ces volets et ces questions sécuritaires qui concernent l'Est de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, en tant que président du Sénat, nous avons pris l'engagement en tant qu'institution de continuer sans désemparer à accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République dans son action diplomatique, mais aussi avec le suivi parlementaire sur le travail que le gouvernement fait. D'après Jean-Michel Samaloukonde, ce sera également l'occasion de faire un suivi de la résolution 2773. Nous avons une résolution 2773 qui est venue des Nations Unies et qui demande l'accompagnement de tous les pays
acteur dans cette action peut pouvoir en fait arriver à ce que sur le terrain, nous puissions voir les résultats finalement de cette action. Ce n'est pas qu'on ne les voit pas, c'est déjà en cours, nous les voyons, mais nous avons besoin de plus d'action en termes de respect des restrictions qui ont été données par rapport à ces sanctions qui ont été données. Et donc on va aller vraiment dans le cadre de ce suivi-là. Et pendant qu'on sera sur place, bien sûr, on donnera plus d'informations. Le speaker de la Chambre haute a par la même occasion fait le rapport de la dernière itinérance effectuée dans le Grand Katanga pour la sensibilisation de la population sur la question de la cohésion et de l'unité nationale. Voilà, fin de ce journal. Un journal qui a connu le concours rédactionnel de Sylvie Makumbani et Gauthier Kiassi, réalisé par Simontin Kolongo. Je le dédie spécialement à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la commune de Lingwala. Il a été coordonné par Oscar Balkaï. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. 23h, Robert Belchi Sincère revient sur ce plateau pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.